Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Huette, qui est directeur général de Dell France. Stéphane Huette, bonjour. Bonjour Guy. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence toujours cet échange par votre actualité. Donc, c'est un événement, une tendance qui a retenu votre attention ces derniers temps. Est-ce que parmi la foultitude de choses que vous auriez pu retenir, est-ce qu'il y en a une que vous souhaiteriez partager avec nous ? Oui, alors j'ai retenu cette semaine, en début de semaine, la mise en service d'une nouvelle plateforme 5G au niveau commercial dans la région parisienne, qui est extrêmement encourageante puisque ça y est, la 5G, après en avoir longtemps parlé, débattu et discuté en termes de ses capacités, elle est là, elle arrive et on va pouvoir réellement voir toute la révolution des usages tant dans le monde professionnel que privé qu'elle va permettre. Et je pense que dans un environnement de télétravail et de confinement dans lequel on est, c'est un vrai différenciateur important qui là encore va nous permettre de révolutionner nos usages. Alors, ce que j'avais pu lire sur ce sujet, c'est que la région parisienne, puisque c'est ce que vous mentionnez, n'était pas particulièrement en avance par rapport aux grandes capitales européennes. Alors on peut le déplorer, bon maintenant c'est fait, la 5G arrive, tant mieux pourrait-on dire, je suppose. Je dirais oui, et je fais écho, je fais écho à ce que vous dites, Guy. C'est pour ça que je me réjouis de cette arrivée de la 5G, car je pense qu'il y a un vrai débat qui a eu lieu l'année dernière, qui a pris place avec beaucoup d'interrogations sur doit-on ou ne doit-on pas déployer rapidement la 5G. Je pense que c'est une technologie qui va réellement révolutionner les usages. Ça n'est pas que le passage comme de la 3G à la 4G, celui de la 4G à la 5G, par sa capacité à offrir de nouveaux services et le débit qu'il va offrir, va créer réellement de nouveaux usages. Et donc, dans la transformation de nos sociétés, qui est en train de s'accélérer depuis le début de l'année dernière avec la crise du Covid, je pense que la France a un besoin réellement stratégique d'avoir ces technologies pour permettre à nos administrations, à nos entreprises et à notre économie au sens large de se réinventer, de rebondir. Très bien. Alors, vous avez fait la transition, je vous en remercie, parce que justement, quand je reçois les responsables des entreprises IT, je leur demande un peu comment ils fonctionnent depuis le début de la pandémie. Donc il y a eu la première vague, puis la deuxième vague, et puis aujourd'hui, avec les annonces d'hier, on peut dire que c'est presque un début de troisième vague, qui ne dit pas son nom, mais en tout cas, comment vous vous êtes organisé depuis le début, et puis comment vous voyez les mois qui arrivent, qui ne sont, puisque la crise est toujours là, elle est loin d'être terminée. Donc, comment vous vous êtes organisé et quel retour vous avez de vos équipes de cette nouvelle manière de travailler ? Alors, en fait, le passage en confinement et en mode télétravail chez Dell s'est fait quasiment instantanément et sans accroc, puisque le télétravail était déjà un mode que l'on proposait à nos collaborateurs sur la base du volontariat. Et fin 2019, en France, par exemple, on avait déjà plus de 50% de nos collaborateurs qui étaient en télétravail. Donc, alors en moyenne, ils télétravaillaient 2 à 3 jours à la maison et 2 à 3 jours au bureau. Mais donc en termes d'outils, de culture, de façon de travailler au sein des équipes, on était déjà habitué. Donc le passage à la mi-mars en télétravail, en confinement et en télétravail obligatoire s'est fait de façon absolument transparente, sans aucun accroc, et tant en France que dans le monde entier pour Dell Technologies. Je dirais que c'était important, tant mieux, puisqu'on a su du coup être très présent auprès de nos clients, en particulier, en premier évidemment, les opérateurs d'intérêt vitaux en premier, qui avaient besoin de notre support, que ce soit les hôpitaux, mais aussi les administrations stratégiques, et certains clients, évidemment, grandes entreprises, PME, qui étaient liés aux
au domaine directement, au domaine de la santé. Donc on a su être présent, répondre, fournir la technologie, les accompagner, déployer de nouvelles solutions. Et puis ensuite, assez rapidement, partager notre expérience, puisque, comme vous l'avez vu, on a tous vu le monde heureusement continuer et ne pas s'arrêter. Je pense que c'est probablement un des grands enseignements de cette crise qui a eu lieu en 2020, c'est que les acteurs économiques, sociaux et administratifs ont pu continuer de fonctionner. Je pense que cette crise aurait eu lieu il y a 10, 15 ans. Souvenez-vous, on avait au début des années 2000 des menaces et des craintes de grippe aviaire qui allaient se répandre. Je pense que à cette époque, une crise, une pandémie du type mondial, du type qu'on a connu, aurait réellement arrêté beaucoup plus le monde tel qu'il l'a été aujourd'hui, grâce à la technologie. La technologie a réellement permis cette continuité de services et d'interaction pour un très grand nombre d'acteurs et donc nous a aidés à traverser cette crise. Et elle a, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce que l'on constate, c'est que elle a finalement accéléré la sensibilité des entreprises et des administrations à la transformation digitale et la nécessité d'avoir une infrastructure de bout en bout, c'est-à-dire en partant du poste de travail et en allant jusque dans le data center et dans le cloud, d'avoir une infrastructure robuste, flexible et disponible en permanence. Et le ressenti des salariés de Dell, parce que on est dans la durée, être en télétravail à 100% pendant un temps relativement court, ça peut se supporter assez bien, mais quand ça s'éternise et qu'on n'en voit pas le bout, est-ce que ça devient pas un peu compliqué à gérer? Alors c'est absolument, c'est un nouveau monde que l'on découvre tous. Au fur et à mesure des semaines et des annonces du gouvernement. Je pense que ce que l'on a, je parle peut-être au nom à titre personnel, mais aussi des collaborateurs français, ce qu'on a ressenti, c'est premièrement une certaine fierté, puisque, comme je vous le disais, on a eu un rôle important en tant que fournisseur de technologie pour être présent et permettre d'accompagner et d'aider ce que l'on appelait à l'époque la première ligne qui était en lutte face à cette crise, que ce soit une fois encore les aides-soignants, les hôpitaux, les médecins. On a eu de très nombreuses activités. On a vraiment, chacun de nos collaborateurs ont été extrêmement innovants. Ils ont aidé à construire, à l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas de masque, donc c'était un peu la course aux masques. Donc certains se sont mis à aider avec leurs imprimantes 3D à produire des masques et on a fait des donations à travers nos associations aux hôpitaux. Donc il y a eu un véritable engagement de l'ensemble des collaborateurs de Dell dont je suis très très fier et qui continue directement ou indirectement via la technologie qu'ils apportent. Néanmoins, vous avez raison, il faut se réinventer et je pense que on a tous un danger à une certaine lassitude dans ce nouveau monde de télétravail où le monde privé de la vie privée et le monde de la vie professionnelle finalement se mélangent. Et donc, il est très important d'être vigilant sur notre santé physique et morale. Et donc, on donne beaucoup d'accompagnement en termes de coaching, que ce soit au niveau de nos équipes de leadership, que ce soit au niveau des différents acteurs qui nous accompagnent pour sensibiliser, donner des best practices, des petits tips à l'ensemble de nos collaborateurs pour garder cette santé physique et morale et continuer de pouvoir accompagner nos clients qui font tous face à une demande forte. Je dirais, on a une chance dans cette crise chez Dell Technologies, c'est que la demande technologique de l'ensemble de nos clients est très forte. Donc, on fait face aujourd'hui à un marché, que ce soit dans le monde du edge computing et de la mobilité ou dans le data center et les solutions de multi-cloud, une demande forte et une vraie demande d'accompagnement pour moderniser les infrastructures de nos clients.
Alors, on va parler aussi de l'actualité de Dell. Hein. Enfin, chez Dell, il se trouve que c'est le CES qui s'est tenu récemment en mode virtuel, bien sûr. Et à cette occasion, vous avez fait, je dirais, une multitude d'annonces dans le domaine du PC avec des latitudes, des précisions, des optiplex. Sans détailler chacun de ces modèles, est-ce que vous pouvez donner un peu le sens général de toutes ces annonces? Il faut je pense qu'il est toujours intéressant de les remettre dans un contexte, Guy. IDC d'annoncer les chiffres du nombre de PC, d'unités de Oui. PC vendues dans le monde au quatrième trimestre de l'année dernière, donc octobre, novembre, décembre, hein, en plein milieu de la crise dans le monde entier. Et il s'est vendu plus de 91,5 millions d'unités dans le monde. Un chiffre record jamais vu depuis plus de 10 ans. Qui fait que finalement l'année dernière, sur l'ensemble de l'année 2020, il se sera vendu dans le monde plus de 300 millions d'unités. C'est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis plus de 6 ans. Donc il y a une vraie demande d'équipement ou de renouvellement de parc qui est très important dans tous les domaines, évidemment dans les domaines des entreprises et des administrations, mais aussi, comme on le voit en ce moment, dans le domaine de l'éducation, avec le grand souci de l'enseignement, hein, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée ou dans les universités. On voit bien qu'on est dans un mode hybride que le gouvernement d'ailleurs cherche toujours à améliorer, mais la technologie et le téléenseignement sont des composantes clairement admises et nécessaires sur le long terme. Donc finalement, il y a une demande et des usages qui évoluent, et donc ce que l'on a constaté, c'est des besoins de plus en plus riches, de plus en plus intelligents, de plus en plus mobiles, évidemment. Donc là, le nombre de portables, d'ordinateurs portables, la demande autour de ces ordinateurs est en pleine croissance, et c'est en train de devenir notre bureau virtuel. Donc, on a besoin d'un bureau virtuel qui soit de plus en plus intelligent, qui nous permette de gérer, de nous connaître, de connaître nos habitudes, les applications, nos usages et de s'adapter. Donc, l'ensemble des évolutions et des nouveautés que l'on introduit sur nos nouvelles gammes vont vraiment dans ce sens, afin d'accompagner cet enrichissement des usages qui est lié depuis un an à la crise et qui va continuer parce que, comme on le voit et comme vous l'évoquiez, on n'est pas sorti de cette crise, et lorsqu'on en sortira, je pense qu'il y aura eu une vraie évolution fondamentale des usages dans un mode hybride. Et alors, est-ce que vous avez réellement tenu compte de la situation actuelle pour développer ces PC et vous avez ajouté, je dirais, des éléments qui les prennent en compte? Alors, on est disant que certaines fonctionnalités, évidemment, ont été revues, mais pas toutes, hein. Vous avez un planning produit on travaille sur des échéances qui sont sur plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Mais il est clair que ce que l'on a constaté, ce que j'ai évoqué avec vous, c'est on a constaté une montée en gamme sur certaines parties de produits, avec une fois encore un télétravail qui nécessite aujourd'hui des ordinateurs portables avec une certaine taille d'écran, avec une certaine capacité de calcul, puisqu'il gère à la fois des applications, des moyens de communication, des interfaces avec l'utilisateur. Donc, ce que j'appelle les milieux de gamme ou les hauts de gamme ont été aujourd'hui, ont une forte demande, et donc on a regardé beaucoup, on a mis l'accent sur cette partie de notre gamme, évidemment. Et puis, comme je l'évoquais également, avec une forte demande aussi dans tout ce qui est éducation. Et donc, à ce titre, on est amené également à beaucoup rafraîchir, répondre à une demande sur laquelle la France était probablement aussi peut-être moins avant-gardiste ou plus en retard, suivant ce qu'on veut regarder, par rapport à d'autres pays, et sur lequel de facto, depuis 6 mois, je trouve qu'il y a une vraie force, une vraie demande, une véritable innovation, à la fois de
de la part du gouvernement, mais aussi de l'ensemble du corps professoral, qui ont su s'adapter et qui ont su prendre la technologie pour maintenir ce lien initialement avec les étudiants et puis dans un deuxième temps continuer les cours, etc. Alors avec derrière, la technologie ne fait pas tout. Il y a également une évolution des habitudes et des usages qu'il faut faire. Et c'est là, je crois, qu'il y a encore une très forte demande et beaucoup de choses à créer ensemble dans les prochains trimestres et les prochaines années à venir. Alors quand on s'était vu il y a presque un an, c'était, je dirais, avant le début de l'épidémie en France, à une époque où on pouvait encore se voir, manger ensemble et on n'était pas tenu à porter un masque. Vous aviez mis en perspective innovation business versus innovation technologique, et il se trouve que Florence Ropion a fait une interview avec notre confrère Channel News, dans laquelle elle évoque un des éléments de cette innovation business, en parlant de la consommation de l'IT qui va s'aligner sur la consommation dans le cloud, c'est-à-dire en gros le paiement à l'usage avec la flexibilité qui va avec. Est-ce que ça, c'est un élément essentiel? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment les entreprises réagissent à cela? Est-ce qu'elles sont vraiment très demandeurs ou est-ce qu'au contraire, elles sont plutôt attentistes? Alors, il y a une vraie accélération qui a lieu dans le marché. Comme je le disais, je pense que cette crise a accéléré les besoins et la reconnaissance de l'enjeu stratégique de la technologie pour toutes les entreprises. Que ce soit les grands acteurs des grands groupes internationaux, les grandes administrations, ou même les PME et les commerçants. Regardez tout le débat qu'il y a eu sur le passage en ligne pour ouvrir et maintenir une activité commerciale quand on est un commerçant ou un restaurateur. Donc finalement, chacun a vu que ce qui était peut-être perçu comme un nice to have en termes de présence, de commerce sur Internet ou de compréhension même de ses clients et de ses besoins de clients, c'est devenu un élément stratégique. Et puis, un deuxième élément est apparu, c'est l'incertitude. Il va falloir naviguer dans un monde incertain. D'accord? On ne sait pas demain quels seront les services, les produits, les solutions qui auront du succès. Et ça dépendra évidemment énormément de facteurs que personne ne contrôle. Donc, il faut être capable de s'adapter, d'être innovant très rapidement. Et donc, cela nécessite deux choses. Premièrement, une technologie, je dirais, extrêmement moderne, qui permette de créer et de lancer des nouveaux services rapidement. J'évoquais le cas des restaurateurs, je peux évoquer le cas de nombreux industriels qui ont dû adapter également leur production. Je citerai un de nos grands clients avec lequel on a travaillé l'année dernière, qui était l'Air Liquide, qui a dû adapter très rapidement son mode de travail et sa chaîne de production pour produire plus d'équipements, de ventilateurs respiratoires. Bon, ce sont des exemples, si vous voulez, qui témoignent de la flexibilité qui est attendue maintenant des acteurs économiques et sociaux. Elles ne sont possibles que si on a un système d'information, des applications, une infrastructure qui est sous-tendue, qui sont modernes, automatisées et flexibles. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est celle que vous avez évoquée, Guy. C'est face à l'incertitude, beaucoup maintenant d'utilisateurs attendent d'avoir une flexibilité. Je veux être capable, demain, d'avoir plus de besoins applicatifs ou de capacité de calcul parce que j'ai, par exemple, une nouvelle variante du Covid qui vient d'arriver, donc je vais être capable de déchiffrer son ADN. Donc j'ai un besoin instantané très fort de capacité de calcul. Après-demain, ça peut être de stocker des données parce que je veux voir l'impact du nouveau vaccin et comprendre finalement quelles sont les réactions des différentes populations. Donc on est dans un monde, on sent bien, où ces besoins technologiques peuvent varier énormément en termes de besoins, compute, capacité de calcul, ou de stockage. Et donc il faut être capable aujourd'hui de proposer cette technologie dans un mode de consommation à l'usage.
Et donc, pour répondre à votre question, oui, on voit de plus en plus cette innovation technologique s'aligner avec cette innovation des besoins. Et ça se traduit par une proposition de la technologie as a service. Donc, d'être capable d'offrir des unités d'utilisation plus que des unités de hardware pur. Juste un chiffre pour illustrer ça. IDC prévoit par exemple que les solutions de stockage, actuellement un peu 15% aujourd'hui sont achetées dans le monde dans un mode flexible as a service. Plus de 40% dans 2 ans seront utilisés et achetés dans ce mode-là et consommés dans ce mode-là. Donc c'est une vraie révolution. Et pour illustrer un autre élément des annonces que l'on a faites à la fin de l'année lors du Dell Tech World, nous avons annoncé un service Apex qui est réellement la proposition de valeur de Dell Technologies dans un mode as a service, que ce soit du compute, que ce soit du stockage, que ce soit des postes terminaux, que ce soit des services. Vous aurez, avec la solution Apex, un portail qui vous permet, en tant qu'utilisateur, de demander la mise en service d'une unité de stockage, de virtual machine, de portable pour une force de vente qui est bloquée parce qu'elle est confinée dans sa région, et ce, de façon extrêmement flexible. Donc il y a une vraie évolution, j'allais dire presque révolution, puisqu'on va avoir une accélération de ce qui a déjà été initié, que certains utilisateurs ont déjà connu avec le cloud public, mais cette demande, si vous voulez, s'est réellement étendue depuis plusieurs années sur les clouds privés et maintenant va s'étendre sur l'ensemble de l'infrastructure technologique de bout en bout, du edge computing au data center et au cloud. Donc, en un mot, tout le catalogue Dell est disponible selon ce mode de paiement à l'usage. Alors, il sera. Aujourd'hui, on a annoncé donc en fin d'année dernière ce mode-là. Le premier service sera autour du stockage, parce que c'est là où on voit une forte évolution des besoins de nos clients. Et donc l'année prochaine sera disponible autour du stockage et progressivement, en effet, au cours du deuxième semestre, va s'étendre sur l'ensemble du catalogue. Je tiens à souligner que dès cette année et avant même l'arrivée d'Apex, nous avons avec nos solutions DFS, vous savez que Dell est aussi une banque. Nous sommes en Europe, nous avons un statut de banque. Nous avons donc Dell Financial Services qui nous permet d'offrir des solutions de financement customisées pour nos clients autour de la technologie. Et on a vu une très grande adoption de ce type de solutions et de flexibilité, tant pour des raisons qu'on évoquait précédemment, de paiement à l'usage en utilisant DFS, mais aussi évidemment pour des besoins de décalement de paiement et de cash flow, de trésorerie. Donc vous diriez qu'à la fin de l'année, tout le catalogue sera disponible selon ce mode? C'est ce sur quoi nous travaillons absolument pour être vraiment accompagner nos clients dans cette évolution de leurs usages qui s'accélère, et nous anticipons qu'ils vont croître encore plus l'année prochaine. Très bien. Alors, un dernier point que je voulais évoquer avec vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, et je vous pose quand même la question. En juillet dernier, vous aviez diffusé un communiqué dans lequel vous disiez que vous étiez ouvert à la cession de VMware. Vous avez encore, je crois, 80% du capital de VMware. Il se trouve que Pat Gelsinger, qui est le patron de VMware, est parti chez Intel. Il est revenu chez Intel, on va dire, parce qu'il y avait passé une trentaine d'années. Est-ce que ça veut dire que ça va accélérer un peu le processus? Alors, tout d'abord, Guy, ce qui avait été annoncé par Dell Technologies et par Michael Dell n'était pas une cession, mais une évolution du capital, puisque vous savez qu'aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, Dell Technologies détient 80% de VMware. La proposition était que ce soit les actionnaires de Dell Technologies qui détiennent en direct cette participation dans VMware. Et comme Michael Dell est l'actionnaire principal de Dell Technologies, son intention
était bien de rester et de l'actionnaire majoritaire de VMware. Donc c'est une évolution du capital et non pas une vente et un désengagement, premièrement. Deuxièmement, donc ça n'a aucune évolution en termes depuis l'été dernier sur le partenariat fort que nous avons avec VMware, que ce soit en amont en termes d'innovation commune de solutions, en intégrant nos plateformes hardware avec les solutions logicielles de VMware. Je pourrais citer par exemple le succès très important que l'on a autour de nos solutions d'hyperconvergence avec la plateforme VxRail qui intègre le hardware de Dell, à savoir l'interveur, et les logiciels de VMware, et qui permettent d'être une plateforme extraordinaire, extrêmement flexible entre les univers de cloud public et de cloud privé. Donc un très grand succès, on est d'ailleurs numéro 1 en France et dans le monde dans cet univers d'hyperconvergence grâce à ces solutions. Donc on va continuer d'innover sur la base de ce partenariat fort, et je pense que c'est un élément essentiel et sur lequel nous sommes en tant que partenaire technologique fort de VMware engagé, et nous allons continuer. Et le mouvement, le départ de Pat chez un de nos autres partenaires, puisque Intel est un des autres grands partenaires de notre écosystème technologique, ne changera en rien l'engagement entre Dell Technologies et VMware à continuer d'innover dans ce sens-là. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Stéphane Metz, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien. Et puis j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, on pourra se voir en présentiel, comme on dit. En tout cas, merci encore. Je l'espère aussi. Merci Guy. À bientôt.